Et donc, Monsieur Rimbaud, en fait, est ancien ambassadeur de France en Afrique et au Moyen-Orient. Si tout à l'heure vous voudrez préciser des choses sur votre parcours, n'hésitez pas. Et donc, Monsieur Verhaegen est directeur de publication du Nouvelle Solidarité, qui est le journal de Solidarité et Progrès. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et donc, qui a coordonné aussi la confection d'un dossier sur les nouvelles routes de la soie, qui a été publié à l'Institut Schiller. Donc, Kem, je voulais rappeler juste une chose avant de donner la parole pour 5 minutes à chacun de nos invités. Le fait que la situation ici en France, qui semble surprendre un certain nombre de nos concitoyens sur le caractère dictatorial disons, du pouvoir en général, et n'a absolument rien de surprenant dans le sens où on attaque Solidarité et Progrès, met en garde contre le fascisme financier qui se met en place depuis fort longtemps. Et si des gens se demandent pourquoi aborder la question de l'Afghanistan alors que on vit de telles choses ici en France, c'est que les deux sont complètement liés et que c'est les mêmes réseaux et les mêmes politiques qui sont responsables de la destruction de notre pays ici, de l'Occident en général, et de l'Afghanistan et de son peuple qui vit depuis 40 ans en guerre. Donc voilà, je voulais quand même poser cette chose-là avant de commencer, et donc de demander peut-être à M. Rimbaud, peut-être pour commencer, comment il voit la situation aujourd'hui de l'Afghanistan et quelles perspectives pour la région à l'avenir. Monsieur Rimbaud, si vous pouvez nous éclairer. Eh bien, alors, on va essayer de parler de l'Afghanistan. Je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que c'était une véritable débâcle, disons, de la présence américaine qui a eu lieu il y a quelques jours. Alors, à présent, le reste, c'est plus mystérieux que la débâcle et le spectacle qui a été donné. Je dirais, je ne reviendrai pas sur la politique de la France et la politique des pays occidentaux et cette continuité qui existe entre une politique intérieure et une politique extérieure. Autrement dit, qu'un pays qui a une politique intérieure, une gouvernance à l'intérieur qui est un peu désastreuse, ne peut avoir qu'une politique extérieure qui est également désastreuse. Il n'y a pas d'exception. Et la France, il n'y a pas d'exception française, même dans ce domaine-là. Alors, par conséquent, la France qui ne défend que des causes pourries, a une diplomatie qui est finalement un petit peu pourrie, puisqu'on ne peut pas faire une bonne diplomatie sur des causes qui elles-mêmes ne sont pas des bonnes causes, hein, je pense. Alors, c'est peut-être un peu machiavélique, il n'y a pas les bons et les méchants, mais enfin, quand même, des fois, il y a des plus bons et des moins méchants, quoi, des moins méchants et des plus bons. Alors, voilà. Je pense qu'autrement, euh, je ferai plusieurs remarques en ce qui concerne la situation. C'est qu'elle est d'abord très, très confuse et qu'on ne peut pas, de même qu'on ne peut pas dissocier une politique étrangère d'une politique extérieure pour un pays donné, de même, si on parle d'un pays comme l'Afghanistan, eh bien, on ne peut pas distinguer le problème afghan, le séparer de tous les problèmes de la région au sens très très large du terme, de la conjoncture internationale, puisque l'Afghanistan est un pays charnière. Il y a beaucoup de pays charnières dans le monde. On est toujours la charnière de quelqu'un et un pays est toujours la charnière entre deux quelque chose. Mais néanmoins, l'Afghanistan est quand même un rôle clé finalement au cœur du Moyen-Orient, du Grand Moyen-Orient, disons de l'Asie centrale, de l'Asie, de l'Eurasie, etc. Et il a attiré beaucoup, beaucoup de conquérants. Je crois qu'on appelait l'Afghanistan le cimetière des empires, hein. Alors, il y en a beaucoup, c'est-à-dire le sort qui a été fait à tous les conquérants. Donc, c'est un pays qui ne peut, inconquérable en quelque sorte. On ne peut pas conquérir. Bon, les dernières expériences, il y a eu les Britanniques qui ont essayé longtemps pour protéger la route des Indes. Il y a eu les Russes d'abord, l'Empire tsariste, et puis l'Union soviétique dans les conditions que l'on sait, je vais y revenir maintenant, et puis, évidemment la présence américaine. Alors je dirais qu'il y a plusieurs erreurs qu'on entend beaucoup ces temps-ci. On parle souvent de
de mettre un terme l'accord des engagements des troupes américaines. Il y en a eu deux d'ailleurs, deux successifs, l'un signé entre les talibans et Donald Trump en 2020, et puis un autre signé entre le gouvernement, les mêmes Américains mais le gouvernement de Joe Biden, et puis le gouvernement afghan qui était expirant, qui était en état d'agonie, d'autre part, à un an de différence. Je pense que l'accord de désengagement disait à peu près la même chose, c'est-à-dire que les Américains s'engageaient, dans les deux cas d'ailleurs, à se retirer avant le 11 septembre 2021. En fait, ils ont été plus vite que le calendrier, ce qui est rare pour des Américains d'aller plus vite que le calendrier. Mais là, ils l'ont fait. Il fallait donc qu'ils aient de bonnes raisons ou de mauvaises raisons. De bonnes raisons, certainement, de leur point de vue. Alors, est-ce que les bonnes raisons de leur point de vue, est-ce que c'est des bonnes raisons pour tout le monde? Ça, j'en doute. Il n'y a pas que des heureux dans un problème. Je pense que, en tout cas, globalement, il est faux de dire le premier gros mensonge, mais on est accoutumé aux mensonges, finalement, notamment dans les médias du mainstream occidental, notamment, on est habitué à avoir des tas de petits mensonges, des gros mensonges, des erreurs, des inexactitudes. À vrai dire, il n'y a pas beaucoup de phrases qui ne contiennent pas un mensonge ou bien une contre-vérité ou bien quelque chose qui n'est pas très, très net ou une incertitude. C'est le cas. Quand on parle que les États-Unis ont ainsi voulu mettre fin, tirer un trait sur 20 ans de guerre en Afghanistan, ils ont tort. Ils occultent la moitié du problème, puisque la présence des États-Unis et de l'Occident de façon générale, notamment des deux puissances anglo-saxonnes et des Occidentaux en général, donc de l'Amérique et de la Grande-Bretagne, remonte non pas à 2001, au début de la soi-disant guerre d'Afghanistan, mais elle remonte à 1978. Ça, c'est le premier mensonge. Donc, c'est 42 ans et non pas 20 ans. 42 ans de présence américaine et de présence occidentale en Afghanistan et non pas 20 à peine. Ensuite, je dirais que finalement, il y a un deuxième mensonge globalement, mais il est éventé maintenant, comme beaucoup de mensonges, c'est-à-dire c'est que finalement les Américains et les Occidentaux seraient initier leur présence en Afghanistan pour mettre fin, pour contrer l'intervention soviétique de décembre 1979. Or, ça n'est pas vrai, on le sait, puisque les Occidentaux ont initié leur présence et leur intervention en Afghanistan 6 mois avant que les Soviétiques n'interviennent, c'est-à-dire vers le mois de juin et juillet de 1979. Donc finalement, c'est un deuxième mensonge. En fait, on peut dire que c'est presque les Soviétiques qui étaient intervenus en décembre 1979 pour contrer l'intervention occidentale par services secrets interposés, par terroristes interposés, etc., par moudjahidines interposés. Mais c'est une deuxième inexactitude et qui est, je pense, volontaire et qui est reprise en cœur par toute la presse occidentale. Et donc, c'est faux. C'est pas très vrai. Et donc, ça fait un deuxième mensonge. Alors ça, ensuite, je dirais qu'il y a cet accord donc des engagements. On dit qu'il y a un accord de désengagement. On le présente comme un accord triomphal de M. Biden et une innovation de M. Biden. Ça n'est pas vrai non plus, c'est encore un mensonge, puisqu'encore une fois, l'accord qui a été signé entre les États-Unis de M. Biden, l'administration Biden, et le gouvernement afghan, celui qui a d'ailleurs joué la plus d'escampette dès que les talibans se sont approchés de Kaboul, le général Afran Ghani, n'avait plus aucune prise sur le pays. C'est lui néanmoins qui a signé le deuxième accord de désengagement, celui qui, aux yeux de la dite communauté internationale, entre guillemets, fait figure d'accord officiel, le seul qui vaille. En réalité, ce deuxième accord, signé donc en mai, je crois, dernier, prévoyait donc un retrait avant le 11 septembre, date symbolique s'il en fut, notamment en ce qui concerne l'Afghanistan, puisque c'est les événements du 11 septembre 2001 avaient marqué le début le moteur, la clé de contact pour lancer l'intervention du coup armée en bonne et due forme de l'armée américaine en Afghanistan, plus seulement par moudjahidines interposés ou par agents secrets interposés ou par financement interposé, mais directement dans toutes les troupes occidentales. Alors, je pense que
que finalement, il y avait eu, donc l'année dernière, il y avait eu un accord entre Donald Trump, l'administration de Donald Trump, qui pensait sans doute être réélu, mais il n'a pas été. Bon, il arrive à tout le monde de se tromper et de ne pas être réélu. Donc Donald Trump, finalement, avait signé, lui, non pas avec le gouvernement afghan, qu'il devait mépriser profondément, mais avec les talibans. Alors, non pas qu'il aimait les talibans, mais enfin parce que je crois que c'était pour embêter le gouvernement afghan. Et l'accord de désengagement, je crois que je ne l'ai pas lu, je ne suis pas un membre des services secrets, mais je pense que dans les deux accords étaient à peu près identiques, sinon dans leur contenu, sinon dans leurs termes. Sauf que les interlocuteurs du côté afghan changeaient. Dans un cas, c'était les talibans, dans l'autre côté, c'était le gouvernement afghan. Je note que finalement, Trump avait jugé bon de snober le gouvernement afghan, c'est dire la haute estime dans laquelle il le tenait, et qu'il a eu un peu raison, mais il avait traité avec les talibans. Et de l'autre côté, M. Biden lui a voulu vouloir changer, enfin inverser, faire l'inverse de M. Trump, et donc il a dit, moi je vais traiter avec le gouvernement légal, Afran Rani. Manque de chance, puisque Afran Rani, il avait même pas si l'encre était à peine sèche sur l'accord qu'il avait signé de désengagement, que les talibans se précipitaient vers Kaboul et que M. Afran Rani fuyait comme un lapin. Enfin, en tout cas, pas comme un chef d'État, certainement pas. Ça, c'est parmi tous les mensonges, on en montre déjà au moins 3 ou 4 en l'espace de 2 aspects du problème. Le début de la question et la fin de la question, pas la fin de la question, mais la fin des opérations afghanes. Le début des opérations occidentales et la fin des opérations occidentales, au moins temporaires, parce que c'est une fausse évacuation, bien évidemment. Il est faux de dire que les Américains, je pense, vont se retirer. Je ne serais pas surpris, parce que je crois déjà entendre dire qu'il y a plusieurs centaines de soldats américains qui vont rester un peu présents en Afghanistan, et ça m'étonnerait que les Américains s'en aillent avec perte et profit, etc., et puis qu'ils aient fermé le rideau. Alors je pense que ça m'amène à parler de toutes les incertitudes de l'accord, mais surtout de l'interprétation qu'on en a. Je pense que il y a 2 interprétations. Il y en a une qui est complètement absolue en disant que c'est un désastre complet et une déconfiture complète, que ça rappelle la fuite de l'armée américaine au Vietnam. Après, il y en a d'autres qui diront que c'est un peu que ça rappelle la fermeture de l'ambassade américaine à Téhéran lors de la prise du pouvoir par l'ayatollah Khomeini. Bon, mais là, finalement, ce n'est pas seulement la fuite de l'ambassade, c'était vraiment une débâcle avec tout le cortège qui accueille les débâcles des puissances occupantes, c'est-à-dire tous les collaborateurs de l'occupant. Ce n'est pas du tout des gens qui craignent les talibans. On va on dirait peut-être un mot seulement, mais pour l'instant. Les talibans, finalement, il me semble, ont l'air d'être ressentis en Afghanistan comme il y a une certaine légitimité. Les Afghans ne raisonnent pas comme des bobos parisiens, effectivement, et donc, je dis pas, bon, c'est pas ma tasse de thé, je le dis tout de suite, les islamistes ne sont pas ma tasse de thé. Hein. Donc, tout ce que je dirais, c'est tout à fait en tout bien, tout honneur. Je n'aime pas, quand je parle des islamistes, je ne parle pas des musulmans, bien entendu, ça doit être clair et ça va de soi de mon côté, mais je le rappelle pour la bonne marche du dossier. Alors, donc, le fait que la débâcle, ce sont tous les collaborateurs des occupants qui ont essayé de fuir, qui se sont accrochés. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des pauvres gens, quand ils sont en train de se faire écraser par les avions, qu'on les retrouve embouillis dans les trains d'atterrissage parce qu'ils n'ont pas pu fuir à temps, parce qu'ils ont peut-être un sort qui n'est pas si gai que ça qui les attend. Alors néanmoins, bon, c'est vrai que ça. Alors après, ce spectacle qui est irréfutable de la débâcle, c'est vrai que ça donne une triste idée de l'Amérique. Et c'est l'image de marque des États-Unis d'Amérique, de la puissance indispensable, de l'axe du bien, du chef de file, du monde civilisé, du monde libre, et de je ne sais trop quoi, je ne sais trop quoi. Ça l'affiche mal, parce que quand même, c'est une déculottée, comme on dirait pour les États-Unis. C'est ça, c'est l'effet brut de décoffrage. À présent, on peut s'interroger quand même, et il y a 2 interprétations. Il y a ceux qui ont une grande admiration pour l'Amérique, qu'elle perde ou qu'elle gagne, ou qu'elle ne fasse ni l'un ni l'autre, bon, et qui trouvent que de toute façon, elle a dû y trouver son compte, et qu'elle a certainement une idée en tête, elle en a certainement, des bonnes ou des mauvaises, elle a beaucoup plus de mauvaises idées que de bonnes idées, mais disons, c'est quelque chose qui vient à la tête. Donc, l'Amérique, ce serait un plan génial, je ne sais pas s'il est génial,
mais pas, et puis un plan un peu perfide, disons, comme on dirait, pour gêner, pour laisser derrière elle le chaos. Ça, je le crois. Laisser le chaos, c'est la stratégie du chaos, l'Amérique, la stratégie fondamentale, pas seulement en Afghanistan, mais dans tous les pays de la sphère arabo-musulmane et d'autres qui ont été déstabilisés, y compris en Ukraine, en Géorgie, dans l'Amérique latine. Toute la tactique des États-Unis, et ça, il y a plein on peut écrire. J'ai beaucoup écrit là-dessus dans plusieurs ouvrages, notamment Les guerres de Syrie, Tempête sur le Grand Moyen-Orient, etc., etc. Et dans de nombreux articles, donc je pense la stratégie du chaos, c'est la stratégie finalement définitive des États-Unis, là où ils interviennent dans tous les pays qui les dérangent. Alors sous des prétextes, la défense de la démocratie, les droits de l'homme, la responsabilité de protéger, etc., etc. Ça, qu'on replace l'Afghanistan dans cette chaîne-là, il trouve parfaitement sa place. Alors, je crois que la deuxième interprétation, c'est de dire que bon, ben, c'est tout simplement un désastre et puis c'est un désastre. Et il n'avait pas d'autre solution, parce que c'est quand même, mine de rien, une guerre qui a coûté cher à l'Amérique. Qu'elle ait duré 20 ans ou 40 ans, ça ne change rien à l'affaire. On évalue, les chiffres officiels, c'est entre 2 000 et 4 000 milliards de dollars dépensés pendant 20 ou 40 ans, mais surtout dans les 20 dernières années. Ensuite, alors que et finalement les chiffres officieux vont facilement à bien plus que ça, enfin, plus près de 4 000 que de milliards de dollars que de 2 000. Et ensuite il y a le nombre des morts. Alors avec on parle de 160 000 Afghans, 100 000 civils et je pense 60 000 militaires ou assimilés. Et puis, les morts américains, qui sont quelques milliers, mais ça fait le match nul pour l'Occident. Ça, quand il y a 4 000 Occidentaux et 1 million d'autochtones qui sont pulvérisés, qui meurent, c'est le match nul. On dit qu'il y a à égalité de victimes, en quelque sorte. C'est la technique de la presse occidentale. Alors donc, ça fait partie de toute alors donc, deux choses. Une, où là, on peut s'interroger, moi-même, je ne suis pas trop, je crois la stratégie du chaos, j'ai toujours dit et j'ai toujours pensé que c'était la stratégie finale des États-Unis et que de toute façon, s'ils ne pouvaient pas s'emparer d'un pays et le détruire et le dominer et y avoir des atouts forts, eh bien, ils peuvent se retirer, en tout cas, ils créent le chaos. C'est ce qu'ils ont fait dans tous les pays. On notera que l'Afghanistan n'était pas un pays isolé, puisque dans la fameuse, si on prend l'odyssée des néoconservateurs américains, depuis 1990, la chute de l'Union soviétique, mais plus précisément depuis 2000, on notera que les plans de démolition, de destruction des États arabo-musulmans, par exemple, depuis cette date-là, depuis donc plus d'une vingtaine d'années, sinon 30 ans, qu'il y a eu une liste qui a été célèbre, qui avait été diffusée plusieurs années après ça, qu'il en ait pris connaissance, un général américain 4 étoiles, le général Wesley Clark, et qui avait entendu de responsables du Pentagone dire que nous allons certes attaquer l'Irak après les attentats du 11 septembre 2001, nous allons certes attaquer l'Irak, mais pas seulement, nous allons envahir et détruire 7 pays en 5 ans. C'était net, sans bavure, il dit aussi crûment que ça. C'est pas un complot, ni du complotisme, ni n'importe quoi, de la conspiration. C'est une réalité, ça avait été dit, et ce général Wesley Clark l'a redit dans une grande conférence publique à San Francisco, je crois, plusieurs années après les fêtes. Et donc, parmi ces pays, il y avait l'Afghanistan, dans l'ordre alphabétique, il y avait après l'Irak, après il y avait la Syrie, la Libye, le Liban, la Somalie et l'Iran. L'Afghanistan venait finalement en premier. Et qu'il était dans la liste ou pas, disons, c'est peut-être bien l'Irak qui était en début de liste, et l'Irak, l'Afghanistan n'était même pas compris. Mais ça allait de soi, il n'y avait pas besoin de l'envahir, puisqu'à l'époque, l'Afghanistan avait déjà été envahi depuis 20 ans, en fait, et qu'il était, les Américains, il y avait une présence. Alors, je crois que donc ce qui est arrivé à l'Afghanistan, c'est seulement, c'est peut-être plus que symbolique, mais c'est quelque chose, ça laissait présager du sort qui serait fait aux autres pays, c'est-à-dire il semait le chaos. Ça peut être une solution. Quand on y sème le chaos,
comme le font les Américains un peu partout. On ne peut pas dire qu'ils ont semé autre chose. Ils n'ont semé ni la démocratie ni les droits de l'homme. Ils ont certes obtenu une victoire, mais c'est une victoire du passé. Ils l'ont obtenue presque par hasard. C'est en obtenant finalement, ils ont fait de l'Afghanistan un bourbier pour l'Union soviétique et ils ont entraîné finalement, grosso modo, la chute de l'Union soviétique par ce biais. C'est M. Brzezinski, qui était ce conseiller tous azimuts, depuis des dizaines d'années, qui a murmuré à l'oreille de tous les présidents américains, qui avait dit au président Carter, il était alors le conseiller à la sécurité nationale, et il avait dit au président Carter finalement que en juin-juillet 1979, c'est-à-dire bien avant qu'il y ait des troupes soviétiques en Afghanistan, il avait suggéré d'envoyer, d'armer, de former des combattants islamiques, des moudjahidines, des combattants de la liberté, et de finalement de parrainer d'autres groupes. C'est ce qui va donner d'ailleurs lieu à Al-Qaïda plus tard, Oussama Ben Laden, et à d'autres, et aux talibans, à tous les groupes islamistes d'Afghanistan. C'est l'intervention de l'Amérique, appuyée par la Grande-Bretagne, notamment de Mme Thatcher, et puis après ses successeurs. Ensuite, l'Arabie saoudite et le Pakistan. Ce sont les 4 États qui ont parrainé la naissance du terrorisme, notamment en Afghanistan, puisque c'est là qu'est né le terrorisme de je ne sais plus quelle génération, enfin celle que nous voyons à l'œuvre maintenant, c'est les générations suivantes. Alors, je crois que c'est Brzezinski, pour revenir à lui, quand il a arrêté de murmurer, il avait dit tout haut au président Carter, donc il était le conseiller à la sécurité nationale, il lui avait dit, eh bien, il faut absolument soutenir les combattants de la liberté, et puis il lui avait instruit pourquoi ne pas intervenir. On va créer un piège pour l'Union soviétique. Avec un peu de chance, ils vont y envoyer des troupes pour nous contrer et on va les recoller dans les pattes, tous les islamistes, et ils vont trouver les Occidentaux qui vont être présents. Ce qui a été dit a été fait, c'était donc un traquenard réussi finalement, puisque donc Carter signera illico presto le premier décret présidentiel portant sur l'assistance aux groupes de combattants de la liberté ou autres groupes qui luttent contre le gouvernement communiste qui venait d'être mis en place à l'époque à Kaboul. Les soviétiques se laisseront prendre au piège et ça. Et Brzezinski en sera très très fier. On notera qu'il ne s'est jamais, le dit Brzezinski, comme d'autres penseurs américains, n'ont jamais même fait semblant d'avoir peur de l'islamisme radical et des groupes terroristes, puisque Brzezinski, on l'avait vu se faire photographier avec des représentants de se faire photographier sur les lieux en Afghanistan à côté des djihadistes en leur disant il avait un turban pachtoun et il avait paradé devant les photographes dans les années, donc en 79, 80, dans les années après, pendant que les troupes américaines y étaient. Et il lui avait même dit à ses combattants, Allah est avec vous, Dieu est avec vous, Dieu est avec vous. Et il n'avait pas honte de ça, puisque les représentants à l'époque des talibans et des groupes islamistes de façon générale, des moudjahidines, qu'on n'appelait pas encore le groupe Al-Qaïda, ils avaient été reçus aux États-Unis, à la Maison Blanche, au Pentagone et partout. Ils avaient été reçus avec tous les honneurs de la guerre. Bon, voilà. Alors, finalement, donc Brzezinski, il avait pourtant publié des tas de plans stratégiques. Mais il n'a jamais finalement, il n'a jamais parlé du danger islamiste. Au contraire, il a été l'un des artisans et l'un de ceux qui ont poussé à ce que les États-Unis aient pour alliés les fondamentalistes islamiques. Ça a été vrai en Afghanistan et ça a été vrai dans tous les épisodes de printemps arabe, etc., etc., etc. Voilà ce que j'avais à dire pour l'instant. Je ne veux pas. Je profite de ce qu'on peut m'entendre, que le micro est assez bon. Voilà. Oui. Mais donc, je pense que pour l'instant, je vais m'arrêter là. J'en ai assez dit. Il y aurait plein d'autres choses à dire, mais je ne doute pas qu'on ait cette occasion d'en parler plus tard. Voilà. Merci beaucoup. Ah. Ben, on va passer la parole à Cal. En tout cas, juste, vous avez bien fait de rappeler notamment là, votre ouvrage Tempête sur le Grand Moyen-Orient que vous avez publié, qui est à lire.
Karel, est-ce que tu peux nous dire, toi, comment tu vois la situation de l'Afghanistan et l'avenir de la région? Et après, s'il y a des gens qui se posent des questions, il y a moyen de les mettre dans le discussion, en fait, là. Et sinon, de lever la main. Et on fera ça au fur et à mesure. Oui. Alors, sur le constat, donc il y a des enchaînements que M. Rimbaud a bien souligné. Je suis tout à fait d'accord qu'on a une situation de chaos. Par contre, je pense, en tant qu'humaniste historique, je pense qu'un chaos, autant qu'un grand mal peut engendrer un bien supérieur au mal, autant un grand chaos peut éventuellement, potentiellement engendrer une nouvelle façon, un nouvel ordre. J'aime pas trop utiliser le mot nouvel ordre parce que c'était tellement utilisé dans le mauvais sens, mais une nouvelle, ça peut être le départ, on peut dire, d'un paradigme, d'un changement dans les relations internationales. Et donc, de ce point de vue-là, nous avons intitulé notre journal Afghanistan, le chantier d'une paix mondiale. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle existe, ça veut dire que c'est un chantier et que c'est une occasion à saisir. Et il y a des très grands pays qui sont des pays voisins, qui sont le Pakistan, l'Iran, la Chine, même l'Inde, la Russie. Tous ces pays-là sont évidemment très, très conscients que le chaos et le désastre actuel, on ne peut pas laisser... on ne peut pas abandonner l'Afghanistan comme une espèce de centrale de Tchernobyl qui continue à fumer et cracher des phénomènes toxiques qui peuvent directement les affecter. Je vous rappelle qu'en Afghanistan, il y avait des arrière-bases, notamment pour justement les fameux Afghansi, ceux qui ont fait leur classe chez les Moudjahidines en Afghanistan. Ensuite, ce qu'on appelait les Afghansi, qui se sont répandus partout sur la planète, y compris en Tchétchénie, y compris en Algérie avec le GIA, qui a quand même fini par former les gens qui sont venus poser des bombes en France. Hein. C'est pas juste quelque chose qui se passe ailleurs. Et évidemment, les fameux Ouïghours, les extrémistes ouïghours qui ont fait quand même plusieurs dizaines de milliers d'attentats en Chine et qui, aujourd'hui encore, quand la Chine lance des projets d'infrastructure au Pakistan, vous avez des ingénieurs et des ambassadeurs chinois qui se font attaquer par ces terroristes, parce que là, le nom convient. Donc, alors, dans l'immédiat, il y a donc plusieurs urgences. La première urgence, c'est évidemment une crise humanitaire qui devient absolument gigantesque. Les rapports que j'ai lus aujourd'hui, c'est qu'on assiste littéralement, y compris à Kaboul, qui est une des rares villes où il y a de l'électricité, en fait, on a des femmes qui sont en train de vendre leurs enfants pour avoir quelques dollars pour pouvoir manger. Donc, donc, il y a eu à Genève, en début de semaine, cette fameuse conférence, soi-disant donc pour réunir les donateurs éventuels, qui aboutit donc non pas à des engagements, mais à des promesses de 1,2 milliard. Alors là-dessus, il y a déjà, rien que l'Allemagne a mis 500 millions d'euros sur la table. Donc, ça fait 690 millions de dollars, donc c'est quasiment la moitié de la somme. Les États-Unis ont rajouté quelques 64 millions qu'ils ont rajouté pour financer l'ONU, qui apporte le total de l'argent pour l'aide, je parle pour l'aide humanitaire des États-Unis, ça monte donc à 330 millions de dollars américains, ce qui est à peu près un tout petit peu plus que la moitié de ce que donnent déjà rien que les Allemands. Donc, alors, en attendant que les choses se clarifient, donc David Beasley du Programme alimentaire mondial
n'a pas attendu, donc est allé au Pakistan où il y a un pont humanitaire qui est en train d'être mis en place pour apporter un minimum d'aide, de médicaments. Alors, en plus, cela, en fait, cette crise humanitaire, elle n'a pas commencé avec l'arrivée des talibans. Elle était déjà là très, très longtemps avant. J'ai ici un rapport de la FAO, donc de M. Richard Tranchard, qui est le responsable de la FAO en Afghanistan. Donc, c'est un rapport du 7 août où la FAO demandait 18 millions de dollars. Pourquoi? Pour avoir les semences pour le blé, pour permettre à 250 000 agriculteurs afghans de pouvoir planter, donc avant la fin du mois là, de septembre, le blé pour les prochaines récoltes. C'est-à-dire ils n'ont pas les semences, et si ça ne s'est pas fait, bah, c'est 1,5 million de personnes qui sont directement affectées. Donc la moitié des gens vivent de l'aide humanitaire alimentaire venue de l'extérieur. Donc là, on parle de au moins un Afghan sur 3, c'est-à-dire qu'ils sont aujourd'hui 38 millions. Donc ça veut dire entre 10 et 20 millions d'Afghans dans le mois et dans les mois qui viennent, en fait, vont être exposés à une crise alimentaire absolument très, très grave. Et en plus, voilà, comme je viens de vous dire, ils n'ont pas les semences pour planter et pour avoir le peu de production qu'ils peuvent avoir chez eux. Alors, cette chose-là, cette conférence de Genève, c'est en fait quelque part une hypocrisie absolument incroyable, parce qu'évidemment, il faut savoir que la Banque centrale d'Afghanistan, elle a 9,5 milliards de dollars sur sur ses comptes en banque qui sont gérés par la Réserve fédérale. Et dès le moment qu'il y a eu le retrait des États-Unis, donc la Réserve fédérale, à la demande du gouvernement américain, qui donc c'est une tête de Janus avec deux visages, c'est-à-dire que d'un côté on dit voilà, on part, donc maintenant c'est à vous de gérer les pays, mais l'argent de la Banque centrale, qui est quand même l'argent des Afghans, bah, il est bloqué sur les comptes de la Réserve fédérale. En plus de cela, donc la Banque mondiale a gelé la tranche qu'elle devait normalement donner à l'Afghanistan, ce qui fait que moi j'aime plus parler des talibans parce que en tant que on a des relations avec des États et non pas avec des régimes. Comme De Gaulle s'est toujours battu pour cette conception, donc il faut parler de l'État afghan d'aujourd'hui et non plus des talibans et des talibans. Donc nous menons avec Solidarité Progrès, avec l'institutionnaire au niveau international, une campagne extrêmement battante pour immédiatement lever les sanctions, parce qu'en fait, on est dans la logique de la Syrie, du Venezuela, de Cuba, etc. C'est-à-dire que on dit, OK, vous voulez sortir du système occidental, bah, très bien, on vous fait une guerre de siège comme au Moyen-Âge, c'est-à-dire vous n'avez plus accès aux marchés internationaux, vous ne pouvez plus faire du commerce, vous n'avez plus accès à tout ce qu'il faut pour faire fonctionner votre pays, et à ce moment-là, vous serez à genoux et vous viendrez de nouveau pleurer pour qu'on vienne éventuellement vous envahir. Donc, il faut sortir de cette folie, parce qu'en fait, l'Afghanistan est un pays effectivement complètement sous-développé, c'est-à-dire que vous avez 25% des gens qui ont accès à l'eau potable, vous avez 35% de gens qui ont accès à l'électricité. En fait, pour l'instant, ils produisent 600 mégawatts d'électricité alors qu'ils ont besoin de 7000 mégawatts. Ils ont un potentiel pour les barrages qui est de 23 000 mégawatts, c'est-à-dire que les seuls barrages qu'ils ont été construits justement par l'Union soviétique. Les Américains, depuis qu'ils sont là, n'ont absolument rien construit du tout. Et même pire, c'est-à-dire qu'en 2010, le US Geological Survey, donc le service le recensement des ressources naturelles de l'Afghanistan, ils ont fait un inventaire de matières premières de ce pays, et c'est pas le pavot d'opium, hein. Il y a pour 420 milliards de ressources en fer, il y a pour 274 milliards en cuivre, il y a du niobium, il y a du cobalt, il y a de l'or. À cela s'ajoute pour 1000 à 3000 milliards de dollars de terres rares. À cela s'ajoute le lithium, c'est-à-dire qu'on dit maintenant que
l'Afghanistan peut être, comme la Bolivie, l'Arabie saoudite du lithium, c'est-à-dire que c'est les plus grandes réserves de lithium du monde. Donc, il y a des ressources en eau, en personnes, une population extrêmement jeune. C'est-à-dire que si quelque part on peut stabiliser, et c'est quand même l'idée que la Russie et la Chine, avec les routes de la soie, veulent mettre en œuvre, c'est-à-dire, c'est pas soutenir un régime, mais de soutenir un État et bon, on peut marquer des lignes rouges, mais on met sur la table la possibilité d'investir dans des infrastructures qui permettront, en fait, de faire évoluer ce pays dans le temps et d'effectivement de ne plus être une espèce d'ulcère où on a où tout ce qui est mauvais est en train de se développer pour des raisons géopolitiques. Donc, il faut sortir de la géopolitique, il faut revenir à la géoéconomie et au développement mutuel qui a toujours été la base de la paix. Et ça, c'est évidemment le premier combat, et Michel l'a souligné, c'est la bataille contre les infox. Par exemple, aujourd'hui, il y a toute la rumeur qu'il y a encore toute Al-Qaïda est encore cachée en Afghanistan, parce qu'en réalité, on veut continuer à les isoler et les rendre et saboter en fait le potentiel qu'ils ont. Donc, je pose un peu ces éléments-là dans le débat, mais je pense que c'est pas juste. Il faut pas voir l'Afghanistan comme quelque chose qu'on va subir en tant que spectateur, mais une occasion par rapport à laquelle on doit absolument se réveiller. Et par exemple, il serait tout à fait prioritaire que la France rouvre son ambassade à Kaboul. Les ambassades, c'est pour parler avec les gens avec qui on n'est pas d'accord. C'est pas uniquement parler avec les gens qui sont nos copains. Voilà, je lance le débat. Est-ce que, Monsieur Rimbaud, vous avez quelque chose à répondre à Karen? Oui, un petit peu. Oui. Non, c'est très intéressant ce que je viens d'entendre avec beaucoup d'intérêt. Je pense, bon, je ne mets pas du tout en doute la réalité du terrain, la situation des populations, notamment la situation humanitaire désastreuse qu'il peut y avoir. On n'imagine pas qu'il puisse y avoir une situation rayonnante pour un pays qui a subi de tels assauts de tous les côtés. Cependant, je dirais quand même que faut sortir de la géopolitique. Ça, peut-être dans l'état actuel des choses, il me semble que ça n'est qu'un vœu pieux. Parce que, globalement, la géopolitique, à mon avis, on dit que c'est enfin, la politique de la géographie, en quelque sorte. Hein, ça veut dire qu'un pays ne peut pas échapper à son environnement. De même que quand on habite quelque part, on n'échappe pas à ses voisins. Encore, on peut déménager, mais l'Afghanistan ne peut pas déménager. Le Liban, par exemple, on disait, il y avait eu des humoristes libanais qui avaient dit, écoutez, à M. Macron, écoutez, si vous voulez éradiquer, ôter le Liban de son environnement, alors à moins que vous ayez trouvé un système pour mettre des roulettes sous le pays et de le transporter dans une autre région du monde, oui, effectivement, mais sinon, non, c'est notre environnement et c'est celui auquel on appartient. Je pense que la géopolitique, on ne peut pas y échapper, à mon avis, c'est une fatalité. Au moins dans l'état actuel des choses, parce que les théories géopolitiques, je n'entrerai pas dans les détails, mais je me suis penché beaucoup sur ce sujet-là. Je trouve que ça n'est pas du tout de la fantaisie et c'est pas une discipline complètement ésotérique et farfelue. Elle traite de réalité et on voit qu'elle régit vraiment, disons, les désirs des puissances et finalement leur comportement, leur réaction. Et c'est pas du tout un hasard. Je pense pas qu'on puisse y échapper. Du moins dans l'état actuel des choses, où le monde est géré par finalement, encore jusqu'à maintenant, hélas, encore, je dirais, par l'Occident. Enfin, par les grandes puissances occidentales, par les 3 puissances occidentales et leurs séides et leurs comparses, bon, et leurs agents. Bon, c'est encore ces puissances qui gèrent le monde. À mon avis, plus pour très longtemps, et elles le gèrent de moins en moins et de façon de plus en plus évanescente et de plus en plus trompeuse, mais elles le gèrent encore. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que la géopolitique, quand même, c'est pas du tout. Si elle rend si bien compte, je trouve, de la marche du monde jusqu'à présent, c'est parce que c'est une discipline qui a été créée par des Occidentaux et qui plus est par des Anglo-Saxons, par un Anglais et par un Américain notamment.
Alors, ils savent qu'ils étaient des membres du système et des establishments, disons, des chercheurs disons, de leur époque, enfin, c'est-à-dire du détour du 19e et du 20e siècle, et puis après du milieu du 20e siècle. Bon, je pense que quand l'Occident n'aura plus son emprise ou l'emprise qu'il a sur le monde, effectivement, on pourra peut-être échapper à la fatalité de la géopolitique. Pour l'instant, je pense qu'on ne peut pas. Mais ça n'empêche pas, avec ça, j'ai pas tout dit et je ne nie absolument pas les souffrances du peuple, de ce que subit le peuple afghan, qui, je le conçois bien, est un acteur. Il n'est pas seulement un enjeu et un jouet pour les grandes puissances. Je note cependant qu'il est considéré comme ça par l'Amérique, puisqu'en y semant le chaos, elle sème le chaos comme elle l'a fait partout. Et donc, c'est un chaos, alors qui peut être complètement idiot parce que ça ruine son crédit et son magistère moral, en quelque sorte. Mais d'un autre côté, ça ruine, quand elle part et en laissant le chaos, soigneusement, elle sait que ça va créer des problèmes à tous les pays voisins. Et comme par hasard, les pays voisins de l'Afghanistan, l'Iran, la Chine, du côté des Ouïghours. Ensuite, il y a 3 États d'Asie centrale qui sont les voisins de la Russie et d'ex-républiques soviétiques, le Turkménistan, l'Ouzbékistan et non pas Tadjikistan. Il y en a 3, enfin l'Ouzbékistan, Turkménistan et il y en a un troisième, Ouzbékistan et Kirghizistan. Alors donc, ces 3 pays sont d'anciennes républiques soviétiques de l'Asie centrale, qui faisaient partie de l'URSS, donc, mais qui n'en font plus partie, mais qui sont restés l'étranger proche de la Russie. Et des pays tampons. En géopolitique, précisément, ce sont des tampons pour la Russie. Donc, c'est un moyen de laisser le doute sur les intentions des talibans et des autres groupes qui existent toujours plus ou moins, à l'état de trace ou à l'état de je ne sais pas trop quoi, bon, qui existent toujours en Afghanistan, et donc avec lesquels les talibans entretiennent des relations qui sont plus ou moins confiantes ou défiantes, mais en tout cas dont il peut jouer. Les talibans au pouvoir, ils n'ont pas intérêt à supporter la concurrence, et donc ils risquent de se débarrasser de tout ce qui n'est pas taliban, puisque les talibans sont un mouvement en même temps, je dirais, national, qui n'a jamais cherché à exporter sa révolution. Mais par contre, on n'en dirait pas autant des gens d'Al-Qaïda, de ce qui en reste, ou bien de Daesh, de l'État islamique. Et je pense que si les talibans avaient la tentation, ce qu'ils peuvent fort bien avoir, de les expulser, de s'en débarrasser, ils les débarrasseraient vers du côté pour enquiquiner l'Iran, le Pakistan, ou après tout, pourquoi pas, bien que les talibans soient très liés au Pakistan, et puis aux 3 républiques d'Asie centrale que j'ai signalées, et à la Chine. C'est un billard, sur le billard, le grand billard mondial. Du coup, c'est plus un jeu d'échecs, c'est un jeu de billard. Il y a trois, je sais pas comment on dit ça, 2, 3 bandes, 4 bandes, d'un seul coup. Et je pense que ça peut être un calcul. Alors, ça marche ou ça marche pas, mais en tout cas, il y a un point de confusion et de désordre, un centre de chaos. Et quand il y a un centre de chaos, le pays qui en est le terrain, bien évidemment, est le premier à souffrir, mais il exporte son chaos, qu'il le veuille ou non. D'ailleurs, le chaos se transporte tout seul, pas comme la prospérité ou pas comme la démocratie. Alors donc, je pense qu'on peut réfléchir là-dessus, sur les intentions perfides, encore une fois, des États-Unis, jusque dans leur retrait, et quel que soit finalement le côté flamboyant et extrêmement malin, ou le côté pas très malin et honteux, disons, de leur défaite. Alors l'image, les États-Unis, je crois, se fichent complètement de leur image, qu'ils s'en fichaient pas il y a longtemps qu'ils auraient changé de politique. Je crois qu'ils n'ont pas, ça les gêne pas, eux, de le faire. Ça gênerait beaucoup la France, qui aime bien paraître plutôt qu'être, quelquefois. Mais les États-Unis, ils savent qu'ils sont, pour l'instant encore, ils font semblant d'être la seule puissance indispensable et la très grande puissance. Mais je crois que leur règne touche à sa fin. De mon point de vue, on parlait des routes de la soie. Je crois que tout ça, tous ces événements se situent, c'est même pas une affaire entre l'Occident et les groupes islamiques et tous les pays comme l'Afghanistan ou d'autres, les pays arabo-musulmans. Je crois que c'est la confrontation mondiale entre l'Occident,
qui est un peu en déclin, si certains disent agonisant, enfin en tout cas un déclin de jour en jour et qui va de plus en plus vite. Et puis les blocs de l'Eurasie, c'est-à-dire des grands pays comme la Chine, comme la Russie, comme l'Iran, et peut-être d'autres, l'Inde, ainsi de suite, bon, qui sont probablement, je dirais, les pays gagnants. Et on voit très vite quand même se dessiner le changement du paysage mondial. Et c'est ça, je crois, qui met en furie, de mon point de vue, les dirigeants américains, les dirigeants occidentaux, et qui les incite à créer encore plus de chaos, une espèce d'assurance sur l'avenir. Je ne sais pas si encore une fois, je ne fais pas de fantasme, mais j'essaie d'interpréter et de me mettre à la place de qui je ne suis pas. Voilà, c'est ça. Karel? Moi, je pense que le pire n'est jamais sûr. C'est ça qui, c'est ça qui nous différencie. Non, c'est-à-dire, je veux bien la géographie, Élisée Reclus et la géographie qui définit une partie de la réalité humaine. Oui, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, les écoles britanniques qui ont suivi, ça a été basé sur Ratzel, qui était un Allemand et qui était un Malthusien raciste et qui pensait qu'une fois qu'un pays était surpeuplé, bah, la géopolitique lui donnait le droit d'aller envahir son voisin, aller piller les ressources de son voisin. Donc c'est une vision géopolitique devenue un instrument d'une volonté de puissance et d'un impérialisme qui va jouer sur le diviser pour régner. Et donc, nous, ce que nous disons, c'est que nous croyons à la coïncidence des opposés. Par exemple, vous prenez les talibans qui sont sunnites, maintenant ils s'entendent très bien, par exemple, avec les Iraniens qui sont chiites, alors que tous les calculs que M. Rimbaud lui-même a décrit dans ses œuvres, c'était comment, voilà, des impérialistes de tout part qui allaient jouer sur la division entre les chiites et les sunnites pour faire prévaloir leur dessein impérial. Donc il y a des moments où ça ne marche plus. Il y a des moments où des gens qui en fait sont pas forcément d'accord, il y a une coïncidence des opposés, c'est-à-dire qu'on se retrouve autour d'un but commun qui est plus élevé et qui fait qu'il y a une transcendance. Les gens transcendent leurs différences et échappent justement en faisant cela à tous ces jeux que nous appelons géopolitiques dans le sens de manipulation et du diviser pour régner. Donc, parce que nous pensons qu'il y a un intérêt commun, il y a une destinée commune, il y a un avenir partagé possible. Par exemple, ici en Europe, nous sommes en train de passer, je sais pas moi, à la haute technologie, même même pour la transition verte. On aura besoin du lithium, on aura besoin pour passer à l'hydrogène, pour passer au nucléaire du futur. On aura besoin d'une partie même des ressources qui sont là en Afghanistan. Donc, c'est notre intérêt, c'est de ne pas avoir du chaos là-bas. Notre intérêt, c'est d'avoir des pays prospères, parce que contrairement à cet impérialisme britannique copié par les Américains, nous, notre intérêt, c'est que nos voisins deviennent prospères, parce que nous savons que dans le temps, c'est ce qui nous fait prospérer aussi. Alors, je sais pas si, je pense que si des gens ont des questions, on peut peut-être fonctionner par le fait de lever la main. Ou si des gens n'ont pas de micro, de possibilité de la poser leur question, il y a possibilité de mettre la question à l'écrit dans discussion. Mais en tout cas, ouais, moi, je voulais savoir un peu comment vous voyez ça, M. Rimbaud, là, la situation par rapport à l'utilisation de l'islamisme qui voulait détruire les États-nations arabes, qui étaient ceux de Nasser, ceux de Mossadegh, qui était cette histoire des États-nations arabes, qui sont islamistes, qui sont devenus alliés de ces néoconservateurs et de cet impérialisme géopolitique, de où ça en est cette confrontation entre cet islam conquérant et un islam d'une religion voilà, comme une autre, quoi. Et aussi le fait que vous mentionnez, et ça je pense que Karel sera d'accord, le fait que dans la vision britannique de diviser l'Eurasie et de maintenir la division entre la Russie et la Chine, aujourd'hui de voir émerger une relation solide entre les deux, ça rend caduque la géopolitique. Donc voilà,
où en est cette utilisation de l'islam dans ce jeu-là et des différents mouvements. Alors c'est sûrement très compliqué, enfin, mais où est-ce que ça en est et cette question de la Russie et de la Chine. Bien, je pense que l'utilisation de l'islam, d'abord, je voulais dire que je crois que à propos de la géopolitique, je suis d'accord, je vais revenir. Oui, seulement, je sais que les créateurs pendant longtemps, la géopolitique a été une science un peu, une discipline, je dirais, qui a suscité, qui a été un repoussoir, parce que ça avait été créé par par des gens partisans de l'espace vital. C'est vrai, mais que ce soit qu'il s'agisse des Allemands ou des Scandinaves, enfin des Allemands surtout, qui ont des choses à se reprocher, ou bien des Britanniques ou bien des Américains, je pense que finalement, c'est leurs desseins impérialistes qui sont en cause et qui s'exercent via la géopolitique. Bon, sinon, les Américains, des gens qui ont fui l'Europe pour s'installer, par exemple, en Amérique, n'ont aucune raison de revenir s'intéresser à l'Europe et de venir finalement se mêler des affaires des Européens. Normalement, c'est pas logique. Les empires de la mer, c'est les empires de la mer qui s'occupent du poisson, de leurs environs. Il y a des grands environs d'ailleurs, mais disons, c'est quand même une doctrine. C'est vrai, c'est une discipline qui reflète, en fond, un peu les vues de l'impérialisme et du colonialisme. Mais encore une fois, et j'insiste, c'est pour cette raison même qu'elle reflète plutôt bien, me semble-t-il, qu'elle explique la marche des événements jusqu'à dans l'état actuel des choses. Je pense et j'espère qu'elle ne l'expliquera plus à venir, parce que pour moi, il n'y a pas de méchants dans le monde, bien évidemment, il n'y a aucun mal. Je pense que les Afghans, comme tous les peuples, finalement, les Chinois, les Russes, tout ce qu'on veut, et les Occidentaux ont parfaitement le droit à avoir un avenir prospère, qu'ils ont tout à gagner, normalement, de la prospérité commune et de la coopération, de la fraternité humaine, etc. Mais, disons, il y a des pays où ceux qui professent des fois telle ou telle doctrine, je pense notamment aux néoconservateurs américains, eh bien, justement, ce sont de faux bigots. La bigoterie religieuse, mais ils couvrent leur bigoterie religieuse par un messianisme qui est un peu douteux, c'est-à-dire même la passion pour Israël ou les chrétiens unis pour Israël, etc. C'est quand même un slogan qui est quand même profondément artificiel et qui sert, je dirais, à expliquer, à justifier finalement qu'ils ont un destin divin et qu'ils ont le destin à gouverner le monde. C'est comme ça qu'ils guident les néoconservateurs. Alors, on y croit pas, mais eux, ils croient, c'est ça l'important. S'ils étaient les seuls à ne pas y croire, ça marcherait pas. Mais ils y croient fondamentalement, et je ne doute même pas, je suis même pas sûr qu'ils fassent exprès d'y croire, hein, mais c'est leur conviction innée. Ça paraît abracadabrant et inacceptable pour les autres, évidemment, pour ceux qui ne sont pas eux. Mais c'est le problème de tous les gens qui ont un esprit conquérant et un esprit dominateur et sûr de soi. Alors, je pense que globalement, pour l'avenir de l'humanité, oui, moi j'espère bien qu'il y aura un monde qui sera multipolaire, disons, et que, disons, finalement, que l'hégémonie moi je les appelle la bande des trois, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, finalement, et bien que cette hégémonie et puis leurs complices, pour leurs complices, et bien j'espère que c'est arrivé, que ça arrive à son terme. Alors, j'en arrive aux complices. Parmi les complices, ou plutôt les alliés je dirais, du messianisme occidental, c'est-à-dire de l'impérialisme et du colonialisme, il y a eu l'islamisme politique. Je pense que les fondamentalistes islamiques, dans leurs deux branches, que ce soit la branche wahhabite, qui est patronnée par l'Arabie saoudite, et accessoirement le Qatar, qui est un peu un traître au wahhabisme, puisqu'il a fait alliance avec la Turquie, ou bien l'autre branche, les frères musulmans, qui sont une organisation transnationale, donc qui se à l'échelle du monde musulman tout entier, qui actuellement a comme chef de file M. Erdogan lui-même, avec son espèce de maître d'hôtel qui s'appelle le Qatar. Bon, mais je pense que ces deux mouvements, finalement, ont été créés sur une espèce d'idéal qui aurait été de redonner sa dignité à l'islam et de refaire un espace glorieux et triomphant. Et en fait, leur désir le plus pressant, ça a été de se mettre bien dans les papiers avec, disons, les puissances coloniales, avec la Grande-Bretagne d'abord, avec l'Amérique ensuite. Les frères musulmans ont été, dès leur création, complices de la Grande-Bretagne les a chapeautés, etc. La Grande-Bretagne a chapeauté également la dynastie saoudienne, la fondation du royaume d'Arabie saoudite.
Les Américains ont fait la même chose. Le pacte du Quincy, disons, entre l'Arabie saoudite et l'Amérique, et puis, disons, leurs actions dans toutes les guerres des printemps arabes, hein, pour déstabiliser, pour déstabiliser tous les États arabes et musulmans qui ont été déstabilisés ou bien qui étaient sur la liste des pays à déstabiliser et éventuellement à détruire, c'était, disons, il y a eu une grande vague de triomphe pour les frères musulmans notamment, qui allaient depuis la Tunisie, l'Égypte, la Libye, et puis d'autres pays. Et les frères qui disent frères musulmans, dit encore une fois, la Turquie. La Turquie, c'est pas M. Erdogan qui renie le kémalisme ou je ne sais pas quoi. M. Erdogan, c'est le chef de la branche turque des frères musulmans. Il veut rétablir le califat et je le soupçonne d'attendre qu'il espérait, je crois que ses rêves sont fichus, puisqu'il perd tous ses bastions. Il perd même les bastions qu'il n'a jamais eus lors de l'Empire ottoman. Il vient de perdre le Maroc, l'Algérie s'est très très compromis, il a perdu ses atouts, il a perdu la Tunisie ouvertement, la Libye ouvertement, et tous sont ratés en Syrie. La Syrie a été un point d'arrêt, je pense un point central dans tout ce dossier, puisque c'est le pays qui a résulté, peu importe dans quelles conditions. Alors la Syrie est effectivement détruite pour une bonne partie. Comme on dit, les terroristes, les djihadistes et même les oppositions qui se disaient démocratiques et je ne sais pas quoi, ont fait du bon boulot, hein, puisqu'ils ont détruit le pays à 60-70%. Qu'il y a eu le nombre que l'on connaît des centaines de milliers de morts, la moitié de la population déplacée, réfugiée, exilée ou migrante, etc., etc. Et qu'il y a cet isolement, cette guerre des sanctions, des embargos, de la loi César, etc., etc. Donc, mais la Syrie, elle a peut-être été dévastée, mais la guerre, elle l'a gagnée. Si elle ne l'a pas gagnée, elle ne l'a pas perdue. Alors, avec l'aide de ses alliés, mais elle s'est inscrite dans l'acte de la résistance avec l'Iran, maintenant avec l'Irak, il y a un retour quand même prodigieux de l'Irak vers l'acte de la résistance. Le Liban, qui est quand même tenté de choisir, hein, quand même, c'est le choix du destin peut-être. Et puis il y a l'Iran, et puis plus loin, il y a la Russie qui a évidemment soutenu, puis la Chine. On dit par exemple que la Chine, quand on parle de la route de la soie, que la Syrie, c'était pas forcément au centre de ses préoccupations. Moi, je mets un peu en doute même pour les routes pas pour les routes de la soie. C'est très intéressant parce que je pense que c'est vraiment un très très grand projet et je crois que c'est au fond l'équivalent du Grand Moyen-Orient vu le Grand Moyen-Orient élargi de George Bush, revu par les Chinois. Je pense, ça équivaut un petit peu à ça, mais sur des bases complètement autres, une base de coopération, d'égalité, de partenariat, et non pas sur une base de destruction, de domination, de se soumettre ou se démettre, etc. Mais je pense que donc la Syrie, elle n'a pas perdu la guerre. C'est ses agresseurs qui ont perdu la guerre. Alors, ils n'admettent pas, comme ils disent, l'impensable victoire de Bachar el-Assad et leur impensable défaite. Et donc, ils prolongent ça par des guerres sans fin, des guerres invisibles. Il y a des tas de documents, de déclarations américaines là-dessus, y compris sur les guerres invisibles, y compris sur la Syrie, d'un homme qui s'appelle Robert Malek, qui avait fait une déclaration en 2016 quand il était conseiller pour le Moyen-Orient d'Obama. Il avait dit que l'Amérique, tant qu'elle n'avait pas elle n'avait plus de carte forte pour imposer une solution politique de son choix sur la Syrie, eh bien, elle était prête à mener une guerre interminable, une guerre sans fin, enfin, sans perspective, contre le gouvernement, l'État légal syrien. Bon, c'était en 2016. Et c'est ce qui a été fait avec des sanctions, etc. Mais on voit bien que tout peut se retourner, que rien n'est clair. L'Occident, les agresseurs ne sont pas forcément ceux qui triomphent. On voit à l'heure actuelle comment se défait la situation, disons, sur tout le Moyen-Orient, notamment autour de la Syrie, du Liban, de l'Irak, de l'Iran. La Russie et la Chine, c'est des grands pays qui sont sous sanctions, mais qui sont eux-mêmes, disons, qui ont des moyens quand même de faire face. Et je crois que le monde a un moyen de s'organiser. Pour l'instant, je suis au regret de constater que l'Occident n'est pas présent, ne se prête pas du tout au jeu. Quand un pays ou des pays se prêtent au jeu du dialogue et de la coopération avec l'Occident, eh bien, il se fait entuber régulièrement. Je pense que c'est ce qu'on peut constater jusqu'à présent. Alors, ça ne sera peut-être plus le cas parce que les gens ne se laissent pas entuber, mais on essaie de les entuber. Et ceux qui s'y sont risqués, eh bien, je pense qu'ils ont fait le mauvais choix et ils le regrettent.
Je pense qu'en Iran, par exemple, alors en Afghanistan, les talibans, ils font pas ce choix-là. Hein. Ils ne se sont jamais dit être les amis des États-Unis, mais ils vont essayer de gérer comme ils peuvent. Mais globalement, ils ont une forte, ils ont affaire à forte partie. Ils ont affaire à des gens. Il n'y a rien de pire que des gens qui s'en vont, mais qui restent quand même en même temps. Ça, l'Amérique est quand même constante dans cette position. Ensuite, ils ne veulent pas du tout de bien à l'Afghanistan. S'ils avaient voulu le bien à tous les pays qu'ils ont détruits, on l'aurait su et ils auraient changé de politique. Et on voit que du côté de Washington et de ses alliés, il y a une continuité dans la politique internationale qui est quand même étonnante, qui est même un acharnement coupable et une bêtise coupable, je dirais, parce que bon, je pense qu'ils ne peuvent pas gagner et ils le savent en fait. Voilà, c'est ça, non pas. Et pour l'Afghanistan, c'est ce que moi je souhaite pas ni la victoire des talibans ni rien du tout, mais je souhaite que l'Afghanistan s'en tire et échappe à tous ceux qui à présent ont essayé de le détruire quand même. C'est pas les talibans qui ont essayé de le détruire, que je sache, ni Daesh, même ni Al-Qaïda. Bon, c'est pas mes amis du tout, mais bon, je pense que c'est pas non plus les États-Unis ou les Occidentaux qui n'ont attiré que le malheur. Bon, Ah, monsieur Rimbaud, vous êtes mis accidentellement sur mute. Ouais, là c'est bon. Oui, on conçoit, je termine là, on conçoit que finalement, que des pays qui sont voisins, comme la Chine, elle est voisine de l'Afghanistan, comme l'Iran, les voisins, comme les trois républiques que je mentionnais, qui sont des pays qui sont quasiment voisins de la Russie, puisque ça fait partie de l'Union soviétique, eh bien, on conçoit que c'est leur environnement proche, leur transit proche. Pour l'Amérique aura beau faire toutes les cartes qu'elle veut, qu'elle passe par l'Atlantique, par le Pacifique, ou par l'Alaska, ou par le pôle Nord, ce n'est pas un État de la région. Et donc, au fond, j'allais dire que d'abord, ils s'occupent de chez eux avant de venir proposer leur aide, qui est toujours une aide pourrie et une aide à coup de bombardier. La diplomatie bombardière, bon, c'est une variante, on constate quand même quelquefois de la diplomatie humanitaire. Et le nœud commun entre les deux, c'est la responsabilité de protéger. La R2P, qui a un mot, qui a un sens bien, il y a bien une toupie là-dedans qui passe de l'humanitaire au bombardement directement, sous couvert de protection de la démocratie et des droits de l'homme. Voilà. Excuse de présenter les choses. Je ne dis pas ça du tout d'un air tellement moqueur, parce que je trouve que c'est très, au fond, même si j'en ai pas l'air, mais je trouve ça très attristant. Et je trouve qu'il faut mieux en rire, des fois tellement c'est bête, plutôt que d'en pleurer, tellement ça serait triste. Et puis ça serait donner raison, finalement, donner un gage sur l'avenir à tous ceux dont on ne souhaite pas qu'ils réussissent. Karel, est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à tout ça? Comment? Non, je demandais à M. Verheiken s'il avait quelque chose à dire par rapport à ça. Non, je pense que c'est bien posé sur la table. Effectivement, ce que je peux confirmer, c'est que, en fait, tous ces contacts, ce que M. Rimbaud vient de mentionner, c'est que c'est pas maintenant tout un coup que la Chine ou que le Tadjikistan ou que l'Iran découvrent que les talibans existent. Ça fait des années, en fait, qu'ils les connaissent, qu'ils les rencontrent, qu'ils ont proposé même des projets en commun. Même l'Afghanistan, j'ai ici la liste de quelques projets dans lesquels l'Afghanistan était déjà en discussion. Par exemple, il y avait le chemin de fer des 5 nations, Chine, Kyrgyzstan, Tadjikistan, Afghanistan, Iran. Bon, c'est un projet de chemin de fer long, très intéressant. Il y a surtout le grand projet TAPI, qui est un gazoduc, puisque le Turkménistan est rempli de gaz et d'hydrocarbures, qui intéresse les Indiens. Bon, pour acheminer le gaz du Turkménistan jusqu'en Inde, il faut passer, ça s'appelle TAPI, donc c'est Turkménistan, Afghanistan, Pakistan, Inde. Donc des pays, ce que je veux montrer là, c'est que normalement les Pakistanais, les Indiens, c'est pas toujours le grand amour, ni l'Inde avec la Chine, mais tout d'un coup, l'Inde va être beaucoup plus présent qu'on croit. Hein. En Afghanistan, ils ont investi dans les ports à travers l'Iran, d'amener. Donc,
Donc sans être marxiste, je pense quand même que un avenir partagé, ça commence aussi par des échanges de développement économique mutuel. Donc des pays qui normalement, l'Inde et le Pakistan, en fait, aujourd'hui peuvent se retrouver autour de la nécessité de reconstruire, de stabiliser la région et d'avoir des projets en commun. Et ça, c'est le pari non pas de la bonté, mais de l'intelligence humaine. C'est d'être. Et là, effectivement, ce que dit M. Rimbaud est très juste, c'est que les Occidentaux, nous-mêmes en Europe, nous sommes complètement colonisés financièrement et notre politique étrangère est complètement, ou en très grande partie, soumis à faire plaisir au marché financier de Londres et de New York. Et donc, voilà, on s'autocensure et ces gens-là n'ont même pas besoin de donner des ordres. On est les meilleurs élèves de la classe et on se tire 3 balles dans le pied en faisant exactement ce qu'on attend des braves garçons que nous sommes. Donc le moment aussi, c'est de libérer la France de cette occupation financière et diplomatique et de rebâtir une vraie politique étrangère basée sur nos intérêts à moyen, à long terme, et non pas il faut sortir du rang. Et parce qu'effectivement, le point de gravité du monde est en train de basculer. On passe dans une autre époque. C'est un peu comme au moment de la chute du mur de Berlin, ce que dit Mme Elgazé-Plarouche, c'est-à-dire c'est quelque chose de complètement nouveau qui est en train de se dessiner, qu'on doit découvrir et voir qu'est-ce qu'on peut y faire. Voilà. Je crois qu'Arnold voulait poser une question. Ouais, c'est ce que j'ai dire. Ouais, il y a Arnold qui a levé la main. Et il y a Cédric qui a, je crois, commencé à poser une question dans la discussion, mais j'ai pas l'impression que ce soit avec la fin. Mais Arnold, si tu peux poser ta question. Ok, merci. Vous m'entendez? Ouais. Ouais, super. Oui. Oh, tiens, je vais mettre la vidéo aussi. Je mange pas de pain. Oui, par rapport à la question géopolitique, comme Erdogan a été évoqué, bon, c'est vrai que la région est quand même une sacrée poudrière, et je voulais savoir votre opinion en fait. Il n'y a pas que l'Afghanistan en fait. Je voyais par exemple, j'écoutais, je crois que c'était sur radio, je sais plus si c'était Radio Notre-Dame, il y a eu un débat, enfin, où j'entendais en fait entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, il y avait une dispute pour un contrôle d'une région assez grande, et que les Turcs tiraient les ficelles de cette guerre. En plus, bon, on peut parler aussi de la perfide Albion, parce que le président azerbaïdjanais est un grand pote de Tony Blair, hein, soit dit en passant. Ce qui avait été évoqué d'ailleurs dans cet entretien sur la radio Notre-Dame en question, où Tony Blair était pote du président azerbaïdjanais. Et donc, on sait aussi que Erdogan voulait contrôler, je crois, l'aéroport de Kaboul, et pour, disons, faire un contre-pied aux Chinois qui voudraient revenir donc dans le pays, quoi. Donc, voilà, c'est. Je sais pas ce que vous pensez en fait de toute cette. Voilà, il y a peut-être pas forcément une coïncidence, quoi. On voit que toute la région, en fait, l'Iran est encerclé par ces tensions, quoi, qui sont. Ça fait plusieurs années que l'Arménie et l'Azerbaïdjan apparemment se disputent la région, et là on voit il y a moins d'un an, il y a une montée en puissance des forces militaires pour contrôler en fait et raviver cette dispute entre les deux pays, quoi. Donc voilà, je voulais savoir si vous avez plus de détails, et peut-être le lien ou pas, hein. C'est peut-être tout simplement une coïncidence, mais bon, ça fait un peu bizarre, quoi, comme coïncidence. Voilà, merci. Je peux dire 2 mots sur ce qui s'est passé en Arménie, et peut-être M. Rimbaud peut parler plus de la stratégie turque
actuelle. Mais en tout cas, en fait, le problème, c'est qu'en Arménie, on a une présidence qui est complètement été gagnée par les néoconservateurs, et par Soros en particulier, et qui a échauffé les esprits. Et donc, à un moment donné, voilà, l'Arménie s'est lancée dans une guerre contre, non pas pour essayer de défendre la région du Haut-Karabakh, qui est une région où il y a des Arméniens, où il y a beaucoup disons, c'est historiquement quelque chose de très, très arménien, disons. Mais l'Arménie a carrément fait une incursion donc, dans le territoire de l'Azerbaïdjan. Et donc l'Azerbaïdjan, qui est aussi un pays qui est en train de reprendre, qui est un pays qui cherche à exister sur la scène internationale, ça a été ils ont donné une claque incroyable à l'Arménie. Et c'est seulement parce que la Russie est intervenue, la Russie a convoqué littéralement les deux, les Arméniens et les Azéris, et a dit, bon, maintenant, les enfants, vous arrêtez, vous êtes en train de créer un potentiel pour un grand conflit international. Et moi, à l'époque, j'ai salué dans un texte de l'intervention, la diplomatie russe qui a été extrêmement rapide et qui s'est littéralement interposée pour empêcher que ça dégénère dans un conflit beaucoup, beaucoup plus large. Alors, est-ce que dans cela, est-ce que c'est les Turcs qui ont incité les Azéris à commencer je sais pas, à faire rouler les mécaniques et d'inciter les Arméniens, etc. C'est possible, c'est pas exclu. Surtout que les Azéris sont en train d'utiliser des drones qui ont été notamment utilisés au Proche-Orient, hein, et qu'ils ont acheté chez les Israéliens, qui sont les grands fabricants des drones. Donc, ça, je connais pas le dessous je connais pas les dessous des cartes sur ce plan-là. Mon impression, c'est que bon, il y a la Turquie, mais il y a aussi l'Azerbaïdjan. C'est un pays qui existe vraiment. C'est pas juste un pays vassalisé par les Turcs. Donc c'est compliqué. C'est pas facile à y voir clair. Sur un beau, vous voulez ajouter quelque chose? Je dirais oui, un mot là-dessus sur la Turquie, enfin elle mérite plus qu'un mot, mais je pense qu'il y a le projet turc, hein, j'ai évoqué ça à propos des frères musulmans, donc il y a le projet au fond, de recréer un califat. Le centenaire, ce sera en 2024. Donc je soupçonne, M. Erdogan, si tout avait marché comme il le voulait, je pense qu'en 2024, il proclamait qu'il était le nouveau calife. Je suis à peu près sûr que c'était ce qu'il planifie, mais maintenant, ces projets sont compromis, puisque même le Maroc, qui n'a jamais fait partie de l'Empire ottoman, mais qui a eu un gouvernement de frères musulmans à partir de 2011, finalement, ces frères musulmans se sont fait éjecter avec l'éviction du Premier ministre Saadettin El-Osmani. Maintenant, je pense que la Turquie a perdu tous ses atouts, puisqu'il voulait, il le disait clairement, hein, qu'il voulait rétablir que l'Empire musulman, l'Empire ottoman, c'est notre patrimoine, que c'est nos ancêtres, etc. Ce qui est vrai, d'ailleurs, je vois pas, il n'y a pas de honte à ça. Mais enfin, il revendiquait, enfin, tout là où il y avait eu une présence quelconque de l'Empire ottoman, il revendiquait. Alors même le Maroc, et donc ça se joignait donc à une revendication des frères musulmans d'établir les frères musulmans aussi veulent établir un califat qui peut être turc ou autre chose, mais c'est quand même la revendication des frères musulmans. Et quand c'est les Turcs qui sont à la tête des frères musulmans, eh bien les deux revendications se superposent. Je dirais qu'il y en a une troisième qui se superpose, c'est la revendication pour les Turcs du panturquisme. Et alors quand on va en Azerbaïdjan, ou bien au Turkménistan, en Ouzbékistan, au Kirghizistan, etc., en Afghanistan, et puis chez les Ouïghours, au Ouïghouristan, si on va au Xinjiang, au Turkestan oriental, et puis au Kazakhstan, dans tous ces pays d'Asie centrale, et même les pays des Ouïghours, et les pays du Caucase, eh bien tout ça, ce sont des pays, disons, turcophones, et M. Erdogan pense qu'il a un droit de regard, qu'il est le père spirituel, le père culturel, disons, de tous ces États, et qu'il a vocation à les réunir éventuellement dans un nouveau califat. Il y a plusieurs revendications qui se font dans le même projet. Et alors,
Bon, je crois que ça ne se réalisera pas parce que les projets de M. Erdogan ont raté, mais ça touchait non seulement les pays que j'ai mentionnés, c'est-à-dire depuis l'Afrique du Nord, la Libye, les Tunisie, voire l'Égypte, le Soudan, tous ces pays qui ont fait partie de l'Empire ottoman d'une façon ou d'une autre, la Syrie, le nord de l'Irak, etc., etc. On remarquera que M. Erdogan avait des visées. Tout ce qui a fait partie de l'Empire ottoman, y compris, disons, les provinces arabes, disons, de l'Empire ottoman, il avait des visées. Et en fait, là où ça s'est arrêté, son rêve, c'est en Turquie où son rêve s'est brisé. Il a encore une occupation, disons, résiduelle en Syrie qui est importante, mais je crois qu'il sait bien que le jour où ses protecteurs s'en iront, ce qui ne saurait tarder, eh bien, il faudra qu'il déménage. Il a perdu tous ses atouts. Toute la ceinture qu'il était en train de gagner dans son rêve, eh bien, a disparu et le sol est en train de s'écrouler sous ses pieds, y compris en interne. Donc, je pense que c'est le rêve de M. Erdogan est un rêve, vraiment un rêve. Alors après, il y a le phénomène qu'on peut, du point de vue religieux, qu'on peut noter, politico-religieux, c'est-à-dire, et donc stratégique, si on veut, c'est ce courant curieux qu'on appelle le courant abrahamique. Enfin, du moins, moi, c'est moi qui l'appelle comme ça. Mais tous ces pays qui, sous l'égide de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, ont été saisis par le démon de la normalisation arabo-israélienne à tout prix et qui en rajoutent et qui, à coup de projets faramineux, multiplie les temples abrahamiques et les cultes communs en disant finalement les trois religions monothéistes, c'est la même chose. Bon, c'est vrai, il y a un tronc commun avec beaucoup de similarités et une filiation historique entre les trois religions. Dieu me garde de nier cet aspect important. De là à dire que c'est absolument la même chose, y compris du point de vue politique pour l'instant, certainement pas. Peut-être un jour, mais de là à faire des temples communs, on n'en est pas là. Et donc, je pense que ce phénomène, certains l'appellent le sionisme arabe, et c'est vrai, c'est une forme de sionisme. Il y a le sionisme chrétien, il y a le sionisme juif, il y a le sionisme chrétien des évangéliques, des églises protestantes aux États-Unis, les baptistes, les évangéliques dont le slogan est des 60 ou 70 millions de chrétiens unis pour Israël. Bon, et il y a le sionisme musulman maintenant, c'est-à-dire arabe, par exemple. C'est pas vraiment musulman, mais c'est arabe. Puis pas n'importe quel pays arabe, c'est-à-dire tous ceux qui sont les pays du Golfe, à commencer par les pays de l'Arabie saoudite et les lieux saints de l'islam, hein, pas seulement Jérusalem, mais la Mecque et Médine. Alors donc, c'est vrai que c'est un peu déboussolant pour un certain nombre de pays, comme on dit, de la sphère arabo-musulmane. Ou moi, comme je dis en géopolitique, la ceinture verte musulmane. Je trouve que c'est un terme qui a été inventé par les fameux anglo-saxons, comme certains disent nos amis anglo-saxons. Moi, je trouve personnellement que ce ne sont pas nos amis du tout, mais enfin bon. Et pour créer la ceinture verte, c'est un terme qui englobe tous les pays musulmans qui font partie du Rimland, qui est lui-même, qui veut dire la ceinture. Voilà. Alors, je garde la question de Cédric là, sur l'opium pour un peu après. S'il y en a d'autres, hein, je répète, hein, qui veulent poser des questions, vous levez la main. Mais juste là, par rapport à ces enjeux-là, moi, je voulais vous poser la question quand même parce qu'il y a Karel Verheyken qui a travaillé sur le mutazilisme, qui est un vieux courant de l'histoire de l'islam pendant l'âge d'or, surtout autour du 8e, 9e siècle, mais qui consistait à prendre pour important en fait, les écrits dans le Coran qui accentuent l'importance du travail scientifique et de la pensée du monde. Et donc, je voulais vous poser la question quand même de ce qu'est le fait que les Émirats arabes unis mettent autant de moyens dans la recherche scientifique. Il y a eu cette sonde qui est envoyée vers Mars. On entend régulièrement en fait en France des chercheurs qui vont 3 semaines, un mois aux Émirats arabes unis et qui repartent ravis de ce qu'ils ont pu faire. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, il y a ce type d'investissement de la part de ce pays dans le domaine scientifique. Et la question de la reconstruction de la Syrie par la Chine, les contrats signés avec l'Iran. Est-ce qu'il y a une perspective en fait, pour que cette région sorte du jeu des ressources au profit du jeu de l'industrie, du développement
et en fait voilà, puisse s'ancrer dans une autre façon d'avancer. La question Moi, personnellement, je n'entends qui plus. veut Hein. commencer, Je n'entends plus qu'un mot sur deux. Ah mince, Mais ça a grésillé un vous avez peu. compris ce que j'ai pu dire ou... Non, j'entends qu'un mot, j'ai entendu dans la toute dernière partie, là, je n'ai entendu qu'un mot sur deux. Hein, c'était très haché. Peut-être je peux reprendre la question et D'accord. comme ça. Tu l'as comprise? Oui. Donc la question était Ok, posée super. si, vu le fait que les Émirats, en fait, par exemple, ils ont lancé donc une sonde vers Mars et il y a eu tout un enthousiasme scientifique pour qui est quand même qui est quand même une rupture avec l'obscurantisme moyenâgeux de cet islam wahhabite. Donc il y a bon c'est un peu ce que j'ai découvert en travaillant donc sur l'histoire de l'islam. Je pense que vous, Monsieur Rimbaud, serez d'accord avec moi, c'est qu'il n'y a pas un islam, il y en a au moins 18 ou 20, ou 25, et qu'il y a effectivement eu un âge d'or de l'islam, notamment à Bagdad avec les Abbassides, à Bagdad, ce qu'on a imité, qu'on a tenté d'imiter ensuite en Andalousie, en Espagne, où en fait, mais c'est quelque chose qui dépassait totalement en fait euh, disons les califes de Bagdad, bah, ils réunissaient les Nestoriens, les Perses, les Juifs, les Arabes, les chrétiens, qui se sont tous mis à traduire les textes qui étaient en syriaque, les textes grecs. Il y a toute une émulation, un échange, un approfondissement, un enrichissement culturel mutuel euh, autour de projets, autour de développement. Il y avait des projets d'irrigation à Bagdad, il y avait des projets, il y a plein de nouvelles technologies qui ont été développées. On a développé des canaux souterrains, on a fait des astronomies, on a fait des observatoires d'astronomie, etc. Et donc, maintenant, pour les Émirats, je pense que ce que j'ai entendu là une émission là, il y a 2 jours, justement, parce que je crois que il y a le, comment il s'appelle, Monsieur Al-Zayed, qui vient en France, je crois, ces jours-ci, voir Monsieur Le Drian. Euh, les Émirats, c'est aussi un pays où la France a une base militaire. Donc, il y a aussi tout un... Et le programme spatial, en fait, des Émirats, bon, c'est quand même développé avec, avec d'autres partenaires, notamment avec l'Agence spatiale européenne. Donc, il y a aussi des gens en France qui veulent bâtir puisqu'ils ont sacrifié le Liban et la Syrie, ils veulent quand même être présents quelque part dans le Golfe et avoir quelques antennes là-bas et avoir quelques partenaires pour y avoir une présence. Donc je pense malheureusement que c'est pas un projet culturel, c'est un projet de puissance diplomatique et militaire et que disons le projet de ressusciter les courants plus rationalistes de l'islam, c'est un courant qui est extrêmement marginal pour l'instant et à laquelle il faudrait consacrer beaucoup plus d'efforts et d'attention euh, pour que ça devienne réellement quelque chose de réel. Voilà ce que je peux en dire. Oui, moi, je veux bien rebondir sur ce que vous avez dit. Non, je trouve que c'est très intéressant. Je- J'apprécie tout ce que vous avez dit et je pense que vous avez tout à fait raison de le rappeler. Moi, encore une fois, je ne veux pas qu'il y ait de malentendus dans ce que je dis. Je suis un grand admirateur de l'islam, en fait. J'ai un grand respect pour toutes les religions, c'est vrai. Globalement, j'ai du respect pour toutes les religions, j'ai du respect pour le christianisme, pour le judaïsme et pour l'islam. Et je pense que c'est l'épopée de l'islam est une des grandes épopées de l'humanité. Alors effectivement, qu'il y a eu ces moments de triomphe et de gloire, et puis ces moments de défaite, et puis ces moments tristes, et ces moments un peu charnières comme maintenant. Je crois qu'effectivement, comme vous dites, il y a beaucoup d'islam qui existe, on peut en distinguer beaucoup, en dehors de l'unité religieuse, en dehors même, il ne s'agit pas de chiite et de sunnisme, mais disons, il y a plusieurs façons de voir l'islam. Il y a depuis
l'islam enfin, je sais pas, des Abbassides, des Omeyyades, etc., de plein de dynasties. Et puis, il y a l'islam, disons, du 21e siècle. Alors, il y a à présent, il y a l'islam des pays modernistes, laïcs, laïcisants, ceux qui ont été l'objet de la tentative de destruction de la part des islamistes et des occidentaux alliés dans une même alliance. Ça, c'est clair et c'est net. Et donc, je ne perds pas du tout ça de vue et je n'ai pas le moindre doute là-dessus. Donc, je tenais à le dire quand même, parce que je veux pas, quand je parle je parle d'un ton un peu moqueur des Émirats et du Qatar, parce que je pense que ce sont des États un peu kitsch quand même et qui mettent tous leurs espoirs pour détrôner, au fond, le monde arabe a perdu la boussole. Il est en train de se rechercher, disons, un axe de résistance, peut-être, et puis il est en train de se rechercher aussi une nouvelle configuration. Son centre, je dirais, historique moderne et historique tout simplement, c'est-à-dire autour du croissant fertile, la Syrie, l'Irak, de tout ce qui composait la grande Syrie, disons, l'Irak, la Palestine, le Liban, la Jordanie, l'Égypte, etc. Tout ça, finalement, ça a été à l'époque moderne, notamment à l'époque de la décolonisation, le centre vivant, le cœur battant du monde arabe et peut-être du monde musulman. Et puis, ça ne l'est plus maintenant. Alors, ça ne l'est plus maintenant. Et donc, il y a une tentative, je pense, dans la guerre, les printemps arabes et toute l'offensive américaine, mais dans les printemps arabes notamment, il y avait vraiment une offensive pour, avec l'aide de l'Occident, changer de centre historique et remplacer tous ces pays que je viens de mentionner, qui avaient l'histoire derrière eux, des vieilles civilisations, des identités nationales quelquefois des sens de l'identité nationale particulière, mais aussi de l'identité arabe globale et voire de l'identité musulmane, qui avait une notion de la grandeur et qui savait prendre de la hauteur au-delà disons, des identités folkloriques que l'on découvre maintenant dans tous les pays, qui est un signe de grand désordre finalement. Voir que les choses qui divisent et non pas les choses qui unissent, c'est le signe du chaos et du désordre, je pense. Et c'est certainement pas à encourager. Alors, je crois que je pense que la tentative, je pense que quand les Émirats il y a sûrement moi, j'ai pas de mépris, hein, a priori pour les Émirats, ni pour les Bédouins que certains disent, j'ai pas de mépris, vraiment aucun mépris, et ça me déplaît quand j'entends une nuance même de mépris. Mais je trouve quand même que ces pays ont une notion quand même bien attardée de l'islam et même de la société. C'est pas le tout d'avoir du pétrole et puis d'avoir des voitures qui font vroom toute la journée. Non, c'est pas ça le tout. Et je pense qu'ils veulent, pour changer l'axe, ils se voient bien qu'avoir du pétrole, ça suffit pas, que ça peut même suffire, hein, pour ne pas être l'axe du monde arabe, mais qu'ils ont besoin de montrer que c'est eux la véritable civilisation moderne, que c'est eux, que c'est plus les Omeyyades, les Abbassides, les califes, les émirs, l'Andalousie, le Maroc, les splendeurs diverses, etc. Même de l'Empire ottoman, même la grandeur de l'Empire ottoman, ça n'est plus ça l'histoire, c'est maintenant la modernité, et donc il faut que ça soit kitsch. Et donc à l'américaine, alors on fait avec des maisons de jeu, des maisons de tolérance, il y a tout, enfin, c'est vrai, on dit aux Émirats, je crois, et dans les pays du Golfe, c'est tout et n'importe quoi, des concours de beauté, on incite des autorités qui ont fait suer avec un obscurantisme, un fanatisme qui était d'un autre âge. Eux, maintenant, étaient en train d'essayer de provoquer, depuis qu'il y a Mohamed Ben Salman, MBS, et puis son compère MBZ aux Émirats, ils sont en train, maintenant, c'est à qui épatrer l'autre, et à qui épatrer surtout les maîtres américains. C'est quand même surtout ça qui est recherché. Alors, et pour montrer que c'est eux le véritable centre du modernisme arabe, et donc c'est à coup de maison de Dieu, de cités qui n'ont ni queue ni tête dans le désert comme ça, et qui on ne sait pas trop à quoi ça va servir, c'est un gigantesque Dubaï. Qui attire des gens de la planète entière, y compris les Marseillais, des Koh-Lanta et je ne sais plus trop quoi, ça les attire. Non, mais c'est vrai. Et c'est pourtant vrai. Moi, j'étais sidéré quand j'ai découvert que même les Marseillais, ils s'installaient pour toute une saison à Dubaï. Hein, ils n'étaient plus dans les brousses, dans les jungles du Thaïlande, je ne sais pas trop où diable, mais ils étaient donc à Dubaï, tout simplement, en train de vacciner les auditeurs avec leurs problèmes imbéciles, quoi. Bon. Et donc, je pense que c'est ça le souci. Faire couler des flots de champagne, paradoxalement,
qu'il y ait des prostituées dans les rues, qu'il y ait des trucs pornographiques, que ça choque, que ça machin. Je crois que ils pensent que c'est un gage de modernité de rompre avec leurs parents, quoi, disons les jeunes dirigeants, enfin, relativement. MBS et MBZ et l'émir du Qatar ont été à la pointe de ce mouvement qui aboutit finalement, le point d'aboutissement, le délice et le paradis, eh bien, c'est la normalisation avec Israël et d'entraîner tout le monde arabe, ce que j'appelle donc le courant abrahamique. Mais le problème, c'est que ça n'a pas attiré seulement tous ces États extrêmement, finalement, notamment les États du Golfe qui sont kitsch. Je ne parle pas de l'Arabie Saoudite, mais les autres États sont un peu des États kitsch. Hein. Les États, on appelle ça la côte des pirates, jadis. Hein. Bon, ça y ressemble un petit peu encore. Hein. Bon. Et donc, je pense que finalement, il y a eu quand même beaucoup d'émules. Ils ont quand même réussi à convertir de grands pays, des pays comme le Soudan arabe, qui était le pôle de la résistance arabe pendant longtemps. Il a signé un accord de normalisation avec Israël sans condition. Et c'est j'allais dire un autre mot, mais c'est le bazar complet au Soudan. Bon, le Maroc a signé, le gardien des lieux saints a signé avec, c'est vrai, avec le gardien de la cause sacrée des Arabes et des musulmans, a signé la normalisation sans condition, sans négocier avec, disons, avec Israël. C'est quand même pas tout à fait, c'était pas un cours normal des choses. Et puis après, il y a le Bahreïn, pour des États un peu, des fois, enfin, j'explique là, pas. Vous voyez ce que je veux dire. Bon. Et donc, je pense que c'est ça ce que je voulais dire. C'est une tentative de redonner un centre et un sens au monde. Un centre qui ne sera pas un centre, ni un sens, ni qui ne peut pas faire un axe. C'est un axe complètement dévissé et qui n'a ni queue ni tête et qui ne distingue pas entre le nord et le sud, ni l'est et l'ouest. Et donc, ça ne peut pas être le centre du futur monde arabe. Ou alors, pauvres arabes. Je pense qu'il y a l'axe de la résistance qui est contre ça, qui donne une autre allure. Je pense notamment en ce moment, le mouvement, malgré tous les désordres ambiants qui est en train de se dérouler autour de la Syrie, du Liban, de l'Irak, de la Jordanie, voire même les sommets, toutes les réunions de ces jours derniers montrent que quelque chose est en train de bouger. Alors que c'est pas que les Américains donnent l'autorisation, mais les Américains voient qu'ils sont pris à leurs contradictions, à leurs guerres interminables ou n'importe quoi. Et donc, ils sentent qu'il faut lâcher du lest parce qu'autrement, c'est ingérable. Tout ce qu'ils donnent d'un côté pour calmer leur toutou, disons, ça ne peut pas se réaliser parce qu'ils ont tout bloqué, les sanctions, les embargos. Donc voilà. Et je pense que c'est un peu une guerre, non seulement, enfin, elle est idiote, mais on voit pas d'issue. Mais il y a quand même des axes qui se dégagent. On voit bien là où ne sera pas l'avenir. L'avenir du Liban, c'est certainement pas de rester un ami je dirais, de l'Amérique, de la Grande-Bretagne, enfin des Occidentaux, même y compris de la tendre mère française, qui ménage pas le Liban quand même. Hein. Bon. Alors donc, je crois qu'il faut choisir. C'est l'heure des choix, je pense. Pour plein de pays arabes, ça va être l'heure des choix. Et de choisir entre les deux axes qui existent, et puis de s'aligner. Hein. Non pas de devenir des espèces de croupions d'États, des esclaves ou des laquais, mais peut-être d'être inscrit dans des axes qui proposent un système mondial qui soit plus digne, plus juste et plus participatif et plus équitable, et moins belliqueux et moins bête, pour tout dire. Voilà. Moi, c'est ça ce que je dis. Et la France est partie prenante dans cette, malheureusement, pas dans la partie des Lumières, parce qu'il n'y a plus de lumière, beaucoup. Les plans ils ont sauté les plans complètement. Et je pense qu'il est temps que la France se ressaisisse, parce que globalement, vous disiez tout à fait au début que c'est vrai que la politique française, c'est vrai qu'on à beaucoup d'égards, on ne reconnaît plus la France, même de la France qui était ce qu'elle avait. Elle a tout son passé qu'elle assume tant bien que mal, je ne sais pas comment. Mais enfin, bon, elle avait aussi des pages glorieuses, des pages ceci, des pages cela. Bon, maintenant, les pages glorieuses, nos descendants les chercheront vainement. Hein. Et donc, c'est ça ce que je trouve très, très triste. C'est très triste, au fond, pour le monde peut-être qui souffre, mais pour l'Occident et puis pour la France, moi, je pense. La France. Voilà. Moi, je crois que j'ai assez parlé. Il y aura encore sûrement beaucoup, beaucoup à entendre. Un autre jour, si vous voulez. Ouais, non, je pense que là, je pensais vous proposer de juste, si l'un de vous deux a une réponse à donner à Cédric qui demandait si c'était réel que les talibans comptent mettre fin à la culture de l'opium, serait bien. Et puis après, faire en sorte que vous
peut-être disiez vos derniers deux mots et qu'on puisse conclure cet échange qui a déjà été bien complet. Oui, donc sur ça, il y a plusieurs choses à dire. C'est d'abord, nous avons eu l'honneur de notre dernière conférence d'avoir la présence donc de Monsieur Pino Arlacchi, qui était le vice-directeur des Nations Unies et en charge de la lutte contre les stupéfiants. Donc, c'est un expert italien de la lutte anti-mafia et qui a été donc en charge de la lutte contre la drogue, notamment en Afghanistan. Et quand ils sont allés, donc en 96, ils sont allés sur place, ils ont commencé à négocier avec les talibans qui étaient arrivés au pouvoir. Et il faut savoir que les talibans, c'est pas eux qui produisent la drogue, c'est que c'est les petits paysans dans le pays qui produisent la drogue, et tout le monde impose des taxes. Le gouvernement, les seigneurs de la guerre et les talibans aussi. Donc, à un moment donné, donc, il y a eu, quand les talibans étaient au pouvoir en 96, il y a eu toute une négociation extrêmement sévère avec les talibans. Et puis, Norlachi, en fait, ils ont réussi, ils ont même fait venir des théologiens musulmans pour trouver les sourates dans le Coran qui permettent justement de convaincre les croyants, les fondamentalistes, que le pavot d'opium est complètement contraire au message du Coran. Et donc, en 2001, ce plan a été quasiment, donc ça a été appliqué à la grande étonnement même de Monsieur Arlacchi lui-même. C'est-à-dire que ça a été, vous pouvez voir sur Wikipédia, vous trouvez les graphiques où la production du pavot a été quasiment réduite à zéro. Et parce qu'en échange, on a financé des cultures de remplacement, notamment le safran, qui, à l'unité de poids, rapporte beaucoup plus que le pavot. En plus, il faut aussi savoir ce que disait M. Arlacchi, c'est que pour l'Afghanistan, le pavot, ça rapportait en fait très peu, parce qu'ils produisent l'opium base. Évidemment, ça vaut 20 milliards sur le marché européen, mais pour le pays producteur, c'était relativement peu par rapport au PIB de l'Afghanistan. Donc, ce qui amène M. Arlacchi de dire, voilà, après en 2001, suite aux attentats du 11 septembre, il y a eu donc la fameuse coalition qui est arrivée. M. Rumsfeld est arrivé en Afghanistan. Il a dit l'histoire du pavot. Nous, on veut faire une alliance avec les seigneurs de la guerre contre les terroristes. On veut faire et l'histoire de la drogue, on s'en occupe plus. Donc du coup, la production est de nouveau partie massivement en hausse. Donc aujourd'hui, effectivement, les talibans, dans leur première déclaration ce mois d'août, ont dit qu'ils ont l'intention de nouveau d'éradiquer la production du pavot d'opium, qui était un gros problème pour la Russie, pour l'Iran et pour l'Europe. L'opium afghan n'arrive pas aux États-Unis. Hein. C'est dans l'Eurasie qu'il est consommé. Donc, Madame Larouche de l'Institut Schiller a proposé que dans le cadre d'un plan de reconstruction et de développement mutuel avec l'Afghanistan, que M. Arlacchi, qui est encore jeune et en bonne santé, il faudrait vraiment le mettre de nouveau dans une position. Et bon, il n'est pas tout seul, hein. Il y a des gens en France, dans la police française, dans la police allemande. Il y a des équipes d'inspecteurs de police qui ont été vérifiés en 2001 si oui ou non on a réellement détruit la production de pavot. Et donc, c'est toute une partie encore de policiers et de juges courageux en Europe qui veulent en finir avec ce fléau de la drogue, qui comprennent très bien qu'il y a une carte à jouer et que voilà, si les talibans veulent éradiquer le pavot d'opium, travaillons avec eux pour le faire, donnons-leur une chance pour le faire. Si aujourd'hui, on bloque tous les avoirs de la Banque centrale afghane à la Réserve fédérale, on leur donne et tout l'argent qu'ils peuvent avoir, les talibans pourraient survivre, ils vont vendre les armes qu'on leur a laissées, hein, parce que pour ça, il y a un marché, et ils vont se remettre dans le pavot, hein, c'est clair. Donc, comme dit M. Rimbaud, c'est l'heure des choix. Et pas seulement pour les pays arabes, aussi pour des pays comme la France, effectivement, de savoir, j'ai envie de dire, de quel côté de l'espèce humaine on est.
Monsieur Rimbaud, est-ce que vous voulez conclure? Bon, j'ai juste une dernière, je rebondis, mais c'est vraiment ma dernière phrase. Oui, je voulais dire que quand j'entends parler d'argent gelé, c'est de l'argent volé, en fait. Parce que je me rappelle que c'était au début des printemps arabes en 2012, c'était l'histoire, on parlait notamment de l'histoire de Libye en 2011, je crois même. Hein, et j'assistais à une conférence, mais pas en absentiel, en présentiel. Et j'avais posé une question, on parlait de l'argent qui avait été gelé, l'argent libyen, l'argent du colonel Kadhafi qui avait été gelé il y a 10 ans. Enfin, c'est-à-dire l'argent libyen. Et, et j'avais posé la question, parce qu'on commençait déjà à parler d'argent gelé de tous les côtés, et j'avais posé la question à c'était un brillant économiste dont je ne citerai pas le nom, mais il était brillant, il est toujours brillant, j'espère, et il est toujours vivant. Et je lui ai dit, mais quand vous dites argent gelé, enfin, c'est l'argent pas du colonel Kadhafi, c'est de l'argent libyen, quoi. De même qu'en Irak, c'est pas l'argent de Saddam Hussein, c'est de l'argent irakien. En Syrie, c'est pas l'argent de Bachar el-Assad, c'est de l'argent syrien, etc., etc., etc. Et l'argent égyptien, c'est pas l'argent de Moubarak ou de Sisi, j'ai dit, mais le problème, on entend souvent parler de par milliards, dizaines de milliards et centaines de milliards de l'argent gelé. Mais on n'entend pas jamais parler du dégel. Et qu'est-ce qu'ils deviennent, au fond? On n'a jamais entendu, puisque ça appartient au peuple, comme disent les Occidentaux, au peuple et ne concernez pas leurs dirigeants, pourquoi est-ce que ça ne réapparaît jamais? Et est-ce que ça réapparaît quelquefois? Et pourquoi est-ce qu'on n'en parle jamais? Et il y avait eu un moment de silence, qui n'avait pas duré longtemps, 10 secondes. Il m'avait dit, c'est vrai, vous avez raison. Oh, écoutez, je vais répondre à votre question. Bah, non, il ne réapparaîtra jamais. Vous avez raison, c'est de l'argent volé, parce que après, il part dans des circuits par des banques fantômes, des circuits bancaires à perdre la raison, hein, comme ça, comme on voit maintenant, comme pour le trafic le blanchiment du trafic de la drogue, des armes, de tous les trafics quelconques, ben là, c'est le trafic de l'argent lui-même. Donc, il n'y a pas besoin de faire un circuit pour l'argent, puis un circuit pour les armes, ou pour la drogue, ou pour je ne sais pas trop quoi. C'est l'argent lui-même qui est dans le circuit. Et donc, il se perd quelque part. Il m'avait ajouté, il est perdu. Enfin, il a dit, pas pour tout le monde, mais il est perdu. Et donc, voilà, ça m'inspire ça. L'argent de l'Afghanistan, ben, il n'y a pas de raison. Je ne pense pas que l'Amérique soit décidée à faire une exception pour l'argent des talibans ou l'argent de Karzai ou l'argent de je ne sais pas qui, de Ashraf Rani, qui a dû partir lui-même. Il a eu raison de partir par précaution lui-même avec tout la poche. Hein, parce qu'il ne faut pas qu'il compte sur un envoi par mandat postal hein, après. Hein. Eh bien, merci beaucoup en tout cas. Surtout du fait des différents problèmes auxquels on a pu se confronter. En tout cas, ça fait une très bon enchaînement pour inviter tout le monde à la conférence de rentrée que l'on organise le samedi 25 septembre, où l'on aura une session l'après-midi sur cette question internationale avec un invité de notre mouvement international et où toute la journée, la question du dégel et de l'argent du peuple, en fait, la question de savoir qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que population, on la posera, on en discutera et on fera en sorte qu'on soit responsable pour le monde et pour nous-mêmes. Donc voilà. Et puis en espérant avoir l'occasion d'en discuter d'autres occasions. Merci encore, Monsieur Rimbaud. Merci encore, Monsieur Verhaegen. Bonne soirée à vous. Merci à tout le monde et puis au revoir et bonne soirée à plus tard peut-être. Allez, au revoir. C'est très agréable en tout cas et très intéressant. Également. Merci.